Bonjour Chris Darkis, c'est Mike Aldébaran, donc Chris Darkis de la Gazette de Rennes-le-Château. Peux-tu te présenter un petit peu comment en fait tu as voulu faire ce média et qu'est-ce qui t'a intéressé en fait par rapport à tout ça? Donc Rennes-le-Château, tu n'es pas de Rennes-le-Château en fait? Donc, Non, j'habite dans le sud de la France. Je m'intéresse depuis très longtemps à l'histoire et ses mystères, avec pour thème de prédilection les civilisations anciennes, notamment l'Égypte et Sumer. Et puis le Moyen-Âge, les Templiers, les Hospitaliers. Et j'en suis venue à m'intéresser à Rennes-le-Château à partir de 2005, à travers les émissions de Jean-Claude Carton sur Radio Ici et Maintenant. Alors il en a fait quelques-unes avec Pierre Sylvain, Franck Dafos, Jean-Luc Robin, et ça commençait vraiment à m'intéresser. Bon, j'avais bien sûr entendu parler de Rennes-le-Château par Da Vinci Code, l'énigme sacrée, mais bon, il y a eu un élément qui a piqué ma curiosité, c'est Franck Dafos quand il mentionne un lien entre l'affaire de Rennes-le-Château et Nicolas Fouquet, le surintendant des finances de Louis XIV. Donc ça m'a intéressé parce que Nicolas Fouquet fait partie de ces personnages un peu clair-obscurs, qui ont le mauvais rôle, qui m'intriguent. J'ai une fascination pour ce type de personnages, ceux qui sont un peu ostracisés dans l'histoire. Donc voilà, j'ai voulu en savoir un peu plus. Alors j'ai commencé à m'intéresser de près sur internet à l'affaire, et puis au détour d'une conversation avec un ami qui comme moi pratique le tarot, on a commencé à dire ah bon tiens, est-ce qu'il pourrait avoir un lien parce que le tarot de Marseille a des éléments templiers, et je sais pas, on a commencé à trouver des correspondances entre certains éléments des arcanes du tarot de Marseille et certains lieux de la région, et on a commencé, voilà, donc on a fait nos recherches sur internet et ensuite on s'est déplacé sur le terrain en décembre 2006. Le premier objectif, c'était l'église de Serres, où il y a une double croix énigmatique au plafond, et en fait ça deviendra le nœud, le centre d'un codage qui pour nous localise une cache. Les églises sont assez énigmatiques dans le coin, que ce soit Espéraza, que ce soit... Il y a beaucoup de choses en fait en cache souvent. C'est-à-dire, Espéraza, c'est le fameux Jésus dans une grotte avec les yeux à moitié ouverts. Serres, qui n'est pas répertorié templier, il y a cette double croix unique qu'on a découvert qu'en 2001 lors de travaux de rénovation. Et ce qui est bizarre, c'est que ces croix et ces fresques ont été recouvertes d'un badigeon, comme si on voulait les protéger. Et en fait, ça aurait été fait du temps de l'abbé Boudet. Après, il y a bien sûr Rennes-le-Château qui n'est pas dédié à Marie-Madeleine initialement. Et c'est l'abbé Saunière qui a donné ce côté magdaléen à l'église, qui est l'ancienne chapelle castrale. Et puis Bugarache, il y a des éléments très intéressants dans cette église. Exactement, oui. Comme le vitrail des capitaines, tout ça, c'est assez intéressant. Alors, tu parles du vitrail avec la lame de tarot. Alors ça, d'après le maire, je me suis renseignée, ça serait relativement récent. Pour d'autres, ça serait de l'époque Boudet, mais moi on m'a dit que c'était dans les années 80. Mais c'est quand même bizarre que dans ce lieu-là, il y ait un vitrail en forme de lame de tarot. Et pour les Templiers, tu avais eu l'occasion d'aller à Gisors, à Argigny, ces endroits? Alors j'ai fait tous ces coins. D'accord. À la base, j'étais à Stenay, à Bouillon, à Orval, le fameux triangle, et ensuite après beaucoup dans le Var, Montfort-sur-Argence et tout. Argigny, ça je ne l'ai pas fait. Mais j'ai besoin d'aller sur les Provins, bien sûr. Généralement tous les lieux templiers, et j'essaie toujours, parce que j'ai besoin d'aller sur les lieux pour ressentir quelque chose. Il y a des personnes qui n'ont pas besoin de bouger, de faire les recherches sur internet. Moi il faut que j'aille sur le lieu, notamment ici. Il faut aller dans les paysages, s'immerger pour comprendre un petit peu. Peut-être que tu avais entendu parler de la Masnie du Saint Graal, de Gabriel Carmy, c'était Hermé, près de Provins justement, c'était très lié aux Templiers, lié à Jacques Brailleur, de l'alchimiste, tout ça quoi. Voilà. Et Chartres aussi, bien sûr. Rennes-le-Château, par rapport au trésor, pour toi, il y a aussi un trésor spirituel. Je veux dire. Alors, tu m'aurais posé. On parle souvent du matériel, mais il y a un trésor pour moi spirituel derrière. Alors, en cache. Maintenant, ça fait quand même donc 10 ans, même plus. Alors, la présence d'un souterrain près de l'église de Rennes-le-Château, c'est acté.
On le sait par les anciens du village et ça a été dévoilé en juillet 2018 dans la nouvelle édition de la bande dessinée. Et ça m'a été confirmé par des gens qui habitent dans le village. Il y a bien eu un souterrain à une époque où aurait été entreposé le trésor de l'abbaye d'Alette. Et donc c'était composé d'archives, même des meubles, de documents. Après, il y aurait eu un glissement de terrain, donc l'entrée du souterrain a été obstruée et aujourd'hui est inaccessible. Ce qui expliquerait que l'abbé Saunière prélevait au fur et à mesure des éléments. Alors, le trafic de messe était une sorte de couverture, oui. De blanchiment, mais qu'en fait, il prélevait petit à petit. Et ça correspondrait à l'œuvre de Maurice Leblanc. Qui est codé Arsène Lupin, 813, oui. La fondation de l'abbaye d'Alette. Et donc voilà, ça serait donc je crois qu'il s'appelle Croppe de l'Enchanterade, donc c'est l'abbaye d'Alette. Alors il faut savoir qu'Alette, pendant très longtemps, était un centre religieux, et c'était un centre très important, où était entreposé, il y avait un important trésor, où étaient entreposés beaucoup d'éléments d'autres églises. Et lorsqu'il y a eu les guerres de religion, et ensuite lorsqu'il y a eu la Révolution, c'est tout à fait logique que les prêtres de la région ont pensé qu'il valait mieux cacher certains éléments importants pour les protéger de la fureur des révolutionnaires. Donc cette présence de souterrain, à mes yeux, est tout à fait logique. Alors pourquoi ça a été dévoilé en juillet 2018 ? Ça, j'en connais pas la raison. Après, l'autre trésor, il n'y a pas longtemps, que j'ai compris, c'est que l'abbé Saunière, en fait, en voulant donner à un lieu qui n'était pas dédié à Marie-Madeleine, une importance incroyable à Marie-Madeleine, elle est partout. Tour Magdala, à l'intérieur de l'église, tout est voué à Marie-Madeleine, alors qu'il n'y a pas de raison particulière pour que Marie-Madeleine soit mise autant en valeur ici. Il y a d'autres endroits, notamment le Var, où il y a la tradition de la Sainte-Baume. Oui. Donc je pense que l'abbé Saunière possédait des connaissances par rapport à Marie-Madeleine et qu'il a voulu donner une importance à cette figure biblique qui est très importante auprès de Jésus, d'autant plus qu'à l'époque on était en plein essor du culte marial avec Lourdes. Donc ça correspondait pas. On comprend aussi qu'avant l'abbé Saunière, 20 ou 30 ans avant, il y avait déjà d'autres prêtres dans la région qui ont aménagé d'immenses sanctuaires. Tu as Notre-Dame-de-Croix, tu as aussi le Père de Coma au Boulou, où on voit deux grottes de même importance, Jésus et Marie-Madeleine. Donc j'ai l'impression qu'il y avait dans les tuyaux tout un réseau de prêtres financés par on ne sait d'où pour mettre l'accent sur Marie-Madeleine. D'accord. Est-ce que tu peux me parler de ton livre L'Arc de Roselyne, donc, le secret des Templiers, Rennes le Château, donc avec Jacques Lefranc et toi-même, donc tu peux nous parler de ton livre? Alors en fait c'est dans l'hypothèse, parce que moi je parle toujours d'hypothèse que nous développons, c'est que les arcanes du tarot dit de Marseille avec un S, donc ceux qu'on utilise, ont été à la base conçus et fabriqués dans un sanctuaire qui s'appelle Notre-Dame de Marseille avec un C, qui est situé près de Limoux. Notre-Dame de Marseille était jadis construit sur une possession templière, ça on le sait. Et donc, dans le temps, l'usage de Marseille avec un C, on est passé à Marseille avec un S. Il y avait d'importantes... on aurait pu aménager un scriptorium qui aurait été utilisé par les moines de Saint-Hilaire, parce qu'il y a des grandes salles sous ce sanctuaire-là. Et alors, quand on a analysé tous les arcanes, et il y a des éléments qui ont trait à Rennes le Château. Alors le plus important, c'est l'arcane 7, le chariot, comme par hasard. Et là, ça nous a intrigués. On n'est pas allé plus loin. On voit un jeune homme qui tient les rênes d'un double attelage avec un cheval qui a l'œil à moitié fermé et l'autre. Alors il a un sceptre, donc il a tous les attributs de la royauté, et il a le ciel, ça veut dire qu'il a un côté divin. Et donc il est sur un chariot qui est immobilisé, et c'est marqué chariot. Or, Rennes le Château, l'ancien nom, c'est la cité du chariot, et en effet, ce sont les Visigoths qui sont venus en chariot et qui ont immobilisé les chariots pour fonder Redae. Et donc ça nous a vraiment intrigué à ce moment-là. On s'est dit, mais alors l'histoire un peu énigme sacrée et tout, ça pourrait avoir déjà été écrit dans ces arcanes qui ont été créés
au Moyen-Âge, parce que les premiers tarots commercialisés l'ont été en Italie en 1450. Donc ça veut dire qu'ils ont été fabriqués avant. Et dans le pape, on voit une croix templière. Ça veut dire que c'est à l'époque des Templiers qui ont créé ces cartes. Et on sait que lorsqu'ils ont fait les croisades, dans les pays du Moyen-Orient, donc il y avait déjà des cartes en circulation pour jouer. Donc ils ont pu s'inspirer de ces cartes-là comme support pour écrire une histoire. Et comme c'était dangereux à l'époque, une image, ça vaut 1000 mots, mais c'est moins dangereux parce que, alors que si tu écris quelque chose, tu peux avoir des problèmes, t'as tiré les fautes de l'Inquisition. Là, c'était des images. À chacun d'y voir ce qui était codé. Alors ce qui est drôle, c'est qu'il est sorti presque en 2016, donc tu avais un retard sur l'édition. Il est sorti presque vers le 17 janvier. Un peu. C'est un signe par rapport au 17 janvier. C'est vrai qu'en fait, c'était pas prévu à la base. Et puis bon, heureusement, le 17 janvier, il y a toujours des réunions de chercheurs. Voilà. Et donc l'association du 17 janvier m'a permis de présenter ce livre à cette occasion. Je les remercie. Par rapport là, tu l'as fait avec Philippe Pigeot, le symposium ufologique, tu peux nous parler un peu de. Donc c'est sur 2 jours, c'est une première quand même. Donc c'était à Rennes-les-Bains et Alette-les-Bains. Tu peux nous parler un peu de ce symposium? C'est-à-dire, l'association est fondée depuis à peu près 1 an et demi. On est plutôt orienté vers les civilisations, l'archéologie mystérieuse alternative. Et là, c'est donc un des membres. L'archéoufologie en quelque sorte. Oui. Comme Robert Charroux, Colosimo. Nous on a fait plutôt venir Patrice Pouillard. D'accord, donc je parlais des références. Oui. Parce que certains ne sont plus là, quoi, de citer. Et en fait, l'idée de l'ufologie, c'est l'idée d'un de nos membres. Et on a dit, pourquoi pas. Et en fait, c'est vrai que on se rend compte quand même que les thèmes sont liés. Les mêmes personnes qui s'intéressent à l'ufologie vont s'intéresser à l'archéologie alternative et à Rennes-le-Château. Donc tout va ensemble. Mais vous avez une approche différente peut-être de la vieille garde de Rennes-le-Château, ou vous voulez innover vers autre chose, oui, bien sûr. S'ouvrir plus déjà, sur d'autres chercheurs, sur d'autres personnes qui ne sont pas mis en avant spécialement, quoi. Oui, alors justement, moi, ma démarche, surtout au départ, parce que c'est un milieu particulièrement égocentré, les gens ne parlent que d'eux, ils ne s'intéressent pas trop aux autres, si ce n'est pour... ils n'ont pas beaucoup de considération pour les autres recherches, c'est vraiment égocentré. Et donc, moi, l'idée, quand j'ai commencé vraiment avec la Gazette de Rennes-le-Château, il y a 4-5 ans, de vouloir faire un peu d'événementiel et de donner la parole justement à des chercheurs qui ont peu de visibilité mais qui ont beaucoup de choses à dire mais qui n'ont pas toujours les réseaux qu'il faut. Et donc j'aime bien donner la parole à des gens qu'on ne voit pas souvent, aussi à mettre la lumière sur des livres qui paraissent, parce que si tu ne parles pas d'un livre, dans les 15 jours il est dans les tiroirs et voilà. Et moi j'aime surtout les débats, les tables rondes, et c'est pas facile dans le milieu de Rennes-le-Château, les gens n'aiment pas trop donner la parole aux autres, mais j'essaye avec mon énergie de le faire et j'ai bien l'intention d'en organiser, mais avec des gens un petit peu différents. Mais c'est vrai que souvent c'est très difficile pour un chercheur de donner la parole à un autre chercheur. Ça m'a beaucoup étonné. Moi ça me dérange pas, si un jour tu sors un livre, au contraire d'en parler et tout, eux on dirait que ça les dérange, ils ont chacun sa vérité, et donc mais c'est bon, en même temps c'est une expérience, parce que moi j'étais un peu étonnée de du microcosme. Mais tu as l'occasion de mettre en avant Rudy par exemple. Rudy en fait il a déboulé comme ça du jour au lendemain sur internet, moi je le connaissais pas, et donc pourquoi pas, il est jeune, il a plein d'énergie, je suis pas après moi les décodages, je vais être honnête, j'en ai tellement fait moi-même que ça me fatigue maintenant les décodages, mais lui il est venu avec sa jeunesse, en plus il est très il se présente très bien, il parle très bien. Après donc c'est un livre moitié bande dessinée, moitié texte, et donc il intéresse beaucoup de personnes, pourquoi pas. Quand je mets en avant un livre ou une personne, je suis neutre, je ne suis pas toujours d'accord. Tu vois, j'ai fait une interview avec André Goudonnet sur l'abbé Boudet, qui intéresse beaucoup de gens. Je ne suis pas toujours d'accord avec ce qu'il dit sur Boudet. J'ai ma propre vision. Avec Jean-Michel. J'aime bien donner la parole. Et après, chacun, c'est comme moi dans mon ouvrage, j'ai bien mis hypothèse. Je trouve que les gens sont beaucoup trop affirmatifs en disant c'est ci, c'est ça. Même Claudia Procula, mon deuxième ouvrage, je dis hypothèse.
sur Ponce Pilate. Tu peux nous parler un peu de ce livre justement? Alors Ponce Pilate, c'est un personnage, justement, c'est un peu le méchant de la Bible, parce qu'il a condamné Jésus tout en se lavant les mains. Et ça m'a toujours intriguée, parce que je me suis dit pourquoi il était aussi réticent à condamner Jésus. Et quand il se lave les mains, ça veut dire ce n'est pas de ma faute, c'est la fatalité qui s'exerce à travers moi. Je ne peux pas faire autrement, c'est le premier responsable mais pas coupable en fait. Et il m'a toujours intéressée. Et il se trouve, mais ça c'est le hasard du lieu, mais il n'y a que des rendez-vous. Je suis tombée sur un fascicule en anglais que je lis couramment. Claudia Procula, princesse romaine, qui est venue dans le Languedoc avec Jésus, Marie-Madeleine. C'est écrit par une anglaise. Moi, je dis tiens, je lis et là je vois que l'épouse de Ponce Pilate était de Narbonne et donc, en tant que riche romaine, elle se devait de connaître Rennes-les-Bains, qui est une cité thermale romaine. Et les Narbonnais allaient à Rennes-les-Bains parce qu'à Narbonne il n'y avait pas de therme. Et donc ça m'a intéressée. J'ai vu Pilate et son épouse ici. Ah, j'ai dit alors là, banco, je contacte l'éditrice. Et donc après, j'ai 2 éditions de Claudia Procula, revues et augmentées par mes propres recherches. J'ai un DVD aussi, et j'avoue que ça suscite beaucoup d'émotions. Je ne sais pas, cette femme, ce qu'elle a fait, elle a tenté de sauver Jésus. Elle a tout fait pour que son mari ne le condamne pas. Et en fait, elle est célébrée dans les églises orientales et orthodoxes, mais l'église de Rome, ils n'en parlent pas. Alors pourquoi cette occultation? Et quand on te cache quelque chose, il faut toujours aller derrière. Qu'est-ce qui se passe? Comprendre ce qui se passe. La Gazette de Rennes-le-Château est une web TV aussi, donc tu as fait beaucoup d'interviews, notamment tu as fait Anton Parks. Tu peux nous parler un peu de cette personne, justement Anton Parks, qui est connu dans certains milieux. Alors Anton Parks, il est venu au Parade l'année dernière, et c'est vrai que c'était quelqu'un à ce moment-là qu'on ne voyait jamais. Qui ne faisait aucune interview. Aucune interview. Tu as eu l'exclusivité d'avoir. Ça j'en suis très contente, parce qu'en fait Anton Parks, moi je m'intéresse à Sumer, je ne suis pas toujours d'accord avec ce qu'il dit, j'ai pas le même ressenti sur Sumer, mais bon, c'est quand même quelqu'un, les recherches sont passionnantes. Et donc, c'était un événement, parce qu'on ne le voyait nulle part, toutes les personnes voulaient l'interviewer, jamais. Ça fait 10 ans qu'il était presque en sommeil, quoi. Exactement. Et donc il a accepté, juste avant sa conférence qu'il a donnée l'été dernier, il a accepté cette interview. C'est vrai que j'étais vraiment... Et j'ai trouvé quelqu'un vraiment de humble, vraiment de touchant. Ces visions qu'il a sur Sumer, il les porte vraiment bien. Et c'est vrai qu'à l'époque c'était un événement. Maintenant, il a changé de stratégie médiatique, on le voit maintenant beaucoup. Mais à l'époque, non. Donc j'ai eu une exclusivité. Quel est ton point de vue sur Sumer, justement, par rapport à Zecharia Sitchin, tout ça? Alors ça va t'étonner, c'est que moi je ne suis pas du tout binaire. Il n'y a pas les gentils et les méchants. Moi, l'histoire du gentil Enkill et du méchant Enlil, je n'y crois pas. Parce que ça dépend de quand datent les textes. L'histoire est toujours écrite par les vainqueurs. Alors je veux bien que le vilain Enlil, il a voulu éradiquer l'humanité et tout, mais c'est ce qu'on nous dit, parce que ces textes datent de l'époque de Marduk, le fils d'Enki. Et donc moi, j'ai pas une vision binaire. Pour moi, les Sumériens, les dieux sumériens n'étaient pas des reptiliens. Ça, je suis pas d'accord. Ils nous ont fait à notre image, s'ils nous ont fait. Et moi, j'ai une vision différente. D'ailleurs, je pense qu'un jour, je vais l'aborder. Dans un prochain sujet. Oui. Tu as l'occasion d'avoir aussi Bruno Veny, qui est un auteur qui a écrit sur le château, sur ces mythes un peu aussi atlantés, des choses comme ça sur l'Atlante. Et d'autres personnes aussi, tu as eu Gino Sandri. Est-ce que tu peux nous parler un peu de cette personne par rapport aux prières de Sion, Pierre Plantard, ton avis là-dessus? J'ai beaucoup étudié Pierre Plantard, et là aussi j'ai pas la même vision. Pierre Plantard, d'abord il est décédé il y a quasiment 20 ans. Alors, je veux bien qu'aujourd'hui, tous les ans, sur Rennes-le-Château, on parle de Pierre Plantard, mais c'est faire parler un mort. D'accord. Si c'était son fils, je respecte. Mais là, Pierre Plantard, il a eu un parcours dans sa vie, dans sa jeunesse. C'était Pierre de France au début. Voilà, c'est vrai. Vaincre. Alors, on le présentait pendant longtemps. On ne pouvait pas parler de Pierre Plantard à Rennes-le-Château. Facho, mytho, on connaît tout ça. Par contre, quand il était jeune, maintenant, il avait des sources, des inspirations. Tout au long de sa vie, il a lui-même travaillé sur lui-même et aussi faire ses propres recherches. C'était quand même quelqu'un qui avait du ressenti.
il pratiquait beaucoup le tarot, la numérologie, tout ça. Donc tous ces outils-là, il les utilisait. Il a quand même orchestré cette magnifique mystification sur un lieu qui était déjà un terreau fertile pour que cette mystification germe. Il a été très fort. Après, Plantard est revenu sur certains éléments de cette mystification. Il l'a reconnu. J'ai mis le prieuré de Sion. En fait, il a calqué les organisations templières sur le prieuré de Sion. Aujourd'hui, les gens qui revendiquent le prieuré de Sion, je ne veux pas être péjoratif, mais non, il a reconnu lui-même. Donc, il ne faut pas faire dire à Pierre Plantard ce qu'il n'a pas dit. Ce n'est pas honnête intellectuellement. Il est revenu aussi sur les Mérovingiens. Il le dit dans certains documents qu'il a fait déposer à la BNF. Il n'y a jamais eu de Mérovingiens à Rennes-le-Château. Il y a d'autres choses intéressantes à Rennes-le-Château, mais il n'y a pas de Mérovingiens. Donc je trouve que moi, par rapport à Gérard de Sède justement, voilà, point de vue, mais ne reste que Gérard de Sède, Cherizet et Plantard. Ils ont quand même. Si aujourd'hui on s'intéresse encore à Rennes-le-Château, merci à eux. C'est une œuvre littéraire, c'est une œuvre de mystification. Mais dans cette mystification, il y a probablement du vrai. Mais voilà, donc moi, il faut... j'apporte pas peu de crédit envers ceux qui en parlent aujourd'hui, pour être honnête. Par rapport à l'ufologie, quelle est ton approche personnelle par rapport au phénomène ovni, etc. Parce que tu l'as fait sur le symposium ufologique. Donc qu'est-ce que tu penses de ce phénomène-là et quel est ton point de vue, en fait? Ton école? Alors moi, il se trouve que Et Michel était quelqu'un de mystique, très intéressant, donc très proche finalement d'un certain ésotérisme. Jacques Vallée aussi. Moi, je me suis surtout intéressée. Je m'intéresse pas de près à l'ufologie. Par contre, j'ai regardé toutes les vidéos de Jimmy Guilleux. Oui, bien sûr. Et honnêtement, si on les regarde aujourd'hui, il était vraiment très près de beaucoup de thématiques. Il s'intéressait de près donc à la jonction entre le Var et l'Aude, ça je suis d'accord avec lui, et il s'intéressait beaucoup, avant les autres, à Bugarache. Jean de Rigny, l'époque, voilà. Après l'ufologie, moi je n'ai pas... Bien que, si, dans le ciel du Razès, c'est vrai que j'ai vu des objets avec des trajectoires un peu bizarres. J'ai pris quelques photos en grossissant sur l'ordinateur, tu vois quand même des choses un peu. Après, est-ce que c'est spécifiquement ici ou ailleurs? Bon, j'ai eu affaire à un phénomène un peu bizarre à Montfort-sur-Argence, justement, quand je faisais un reportage sur le château de Montfort, qui a été le théâtre du roman de Jimmy Guilleux, L'Ordre Vert. Et pendant que j'en parlais, la caméra est devenue, à l'intérieur, tout est devenu vert. Et toutes les photos après étaient vertes. Bon, ça c'est un phénomène que j'ai vécu. Après, donc je ne suis pas... J'ai discuté avec des personnes qui allaient régulièrement au col de Vence. Oui. Et quand même, il y a quand même... Mais bon, c'est pas ma thématique de prédilection. Mais bon, il y a quand même quelque chose qui nous dépasse. Alors, il y a un concept qui m'intrigue, c'est les paraterrestres. C'est-à-dire des gens qui nous côtoient, mais qui sont dans une autre dimension. Oui. Ou intraterrestre, ou ce qui est lié à Terre creuse et tout ça. D'autres sujets que tu voudrais aborder, peut-être dans d'autres symposiums ou livres qui te sont chers, mais que tu n'as pas fait encore? Nous allons faire venir Thierry Jamin avec son documentaire Un cas Amazonia. Alors moi, l'archéologie actuelle, vivante, des personnes comme ça qui ont une quête, on le sait depuis des années. Il y avait Howard Carter pour Toutankhamon, Thierry Jamin c'est pour Paititi, la cité mythique d'Eldorado. On va voir, peut-être il y a un de nos membres qui voudrait faire quelque chose sur le paranormal, pourquoi pas. Je garde l'esprit ouvert. Ici, il faut laisser faire, il faut se laisser aller. Il y a peut-être des thématiques qui vont venir à nous. Ce qui est souvent assez drôle dans Rennes-le-Château, Rennes-les-Bains, Bugarache, c'est qu'on rencontre les gens de manière fortuite tout le temps. C'est qu'on rencontre, il y a comme une énergie, quelque chose qui fait qu'on rencontre les gens naturellement. Et au bon moment en général. Exact. Et ça c'est assez rare, je trouve, et c'est vraiment spécial ici. Ah oui, c'est ce que je disais tout à l'heure avec... il y a une concordance.
C'est les synchronicités, c'est-à-dire qu'ici, d'abord il faut lâcher prise, il faut laisser faire les choses. Le temps est autrement. Tu pars le matin, tu vas quelque part, tu rencontres quelqu'un et tout d'un coup tu finis la soirée ailleurs et tu passes des heures à discuter avec des gens que tu ne ferais pas dans un autre lieu. Exactement. Et non, franchement, j'ai fait des rencontres vraiment merveilleuses et c'est surtout, je suis d'accord avec toi, les synchronicités. Des fois, tu as une thématique. Et tu tombes, tiens, comme moi avec Ponce Pilate, je tombe sur un fascicule en anglais. Il était dans un coin, vraiment, ça n'intéressait personne. Donc ça veut dire que Pilate, qui était dans mon esprit, il est venu à moi par son épouse. Il n'y a pas de hasard, que des rendez-vous. Paul Éluard. Voilà. Eh bien, merci beaucoup, Chris. Merci à toi, Mike. Nous rappeler un peu des choses par rapport à Gazette de Rennes-le-Château, s'il y a des liens, s'il y a des choses à... Alors la Gazette de Rennes-le-Château donc, est actuellement... le site n'est pas arrêté, hein, il est toujours actif, il y a des news toujours dans la colonne de gauche, mais le site va être reconfiguré pour que ce soit beaucoup plus accessible sous toutes les formes, iPad, iPhone et tout. Et nous allons beaucoup focaliser sur l'actualité. Et moi je vais revenir, j'anime la chaîne YouTube que j'ai créée il y a 2 ans et je vais continuer à faire des entretiens. Ce qu'il y a, c'est que ça demande beaucoup de temps parce qu'il faut lire, il faut s'intéresser à l'œuvre. Moi j'ai par exemple Jean Robin que j'ai fait en décembre dernier, que je connaissais déjà bien, qui m'a d'ailleurs appris beaucoup de choses sur la tradition primordiale. Et donc chaque fois c'est quand même, tu sais ce que c'est, beaucoup de travail. Mais après quand je vois comme ici au symposium des gens qui regardent la chaîne, qui me disent j'ai vu telle ou telle interview, c'est intéressant. André Goudonnet par exemple, c'était une révélation, il y a beaucoup de gens qui l'ont découvert à travers... Jean-Michel Pousse aussi. Jean-Michel Pousse. Et puis tout. Et là, je vais continuer. Mais là, je marche au feeling. Comme c'est je veux dire, c'est pas du bénévolat. Enfin, je veux dire, c'est une passion. C'est pas professionnel. Je me laisse guider. Il y a peut-être des gens qui m'intéressent plus que d'autres. Je ne vais pas coller à l'actualité forcément. C'est par rapport au feeling. Bien sûr. Okay, merci beaucoup, Chris. Merci beaucoup. Gazette de Rennes-le-Château, s'il y a des liens, s'il y a des choses à... Alors la Gazette de Rennes-le-Château donc, est actuellement... le site n'est pas arrêté, il est toujours actif, il y a des news toujours dans la colonne de gauche, mais le site va être reconfiguré pour que ce soit beaucoup plus accessible sous toutes les formes, iPad, iPhone et tout. Et nous allons beaucoup focaliser sur l'actualité. Et moi je vais revenir, j'anime la chaîne YouTube que j'ai créée il y a 2 ans et je vais continuer à faire des entretiens. Ce qu'il y a, c'est que ça demande beaucoup de temps parce qu'il faut lire, il faut s'intéresser à l'œuvre. Moi j'ai par exemple Jean Robin que j'ai fait en décembre dernier, que je connaissais déjà bien, qui m'a d'ailleurs appris beaucoup de choses sur la tradition primordiale. Et donc chaque fois c'est quand même, tu sais ce que c'est, beaucoup de travail. Mais après quand je vois comme ici au symposium des gens qui regardent la chaîne, qui me disent j'ai vu telle ou telle interview, c'est intéressant. André Goudonnet par exemple, c'était une révélation, il y a beaucoup de gens qui l'ont découvert à travers... Jean-Michel Pousse aussi. Jean-Michel Pousse. Et puis tout. Et là, je vais continuer. Mais là, je marche au feeling. Comme je veux dire, c'est pas du bénévolat. Enfin, je veux dire, c'est une passion. C'est pas professionnel. Je me laisse guider. Il y a peut-être des gens qui m'intéressent plus que d'autres. Je ne vais pas coller à l'actualité forcément. C'est par rapport au feeling. Bien sûr. Okay, merci beaucoup, Chris.